Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le point lecture de tous les titres lus romans pendant le courant du mois de septembre. Alors si vous avez vu mon book haul de la semaine dernière, il faut savoir que le nombre de lectures a été inversement proportionnel au nombre d'achats réalisés. J'ai beaucoup acheté et j'ai très peu lu comme je le craignais le mois de septembre. Alors traditionnellement le mois de septembre c'est un peu la cata niveau lecture parce que rentrée scolaire, nouvelle organisation, tout ça. Alors même si les enfants restent dans les mêmes établissements, bah voilà, vous êtes nouvelle classe, nouvel emploi du temps, il faut recaler les rendez-vous médicaux, etc. Bref, je ne vais pas vous faire l'histoire, c'est parfois un mois un peu compliqué, il faut se remettre dans le bain. Il y a aussi toutes les réunions de rentrée avec les différentes classes, donc ça aussi, ça prend un peu de temps. Donc malheureusement, j'ai encore eu moins de temps que d'habitude à consacrer à la lecture. J'ai donc participé au Cocorico Challenge et j'ai tout de même réussi à lire 3, 4 sur la totalité du mois de septembre, 6 romans. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais je suis quand même contente parce que globalement, ça a été des bonnes lectures. On va démarrer quand même par une petite déception. Je me suis lu la duologie de Justine Nogret. Alors, je ne sais jamais quel est le premier, je crois que c'est celui-là. Le premier, c'est Chien du Haume, que moi j'ai publié chez J'ai lu, et le tome 2, tome compagnon, c'est Mordre le bouclier. Alors, je ne vous conseille pas de les lire indépendamment, ou de lire d'abord celui-ci, parce que effectivement, celui-ci, c'est une suite directe aux événements qui se passent dans ce tome-ci, donc c'est un petit peu dommage. Donc dans Chien du Haume, on va faire la rencontre d'un personnage féminin qui s'appelle Chien du Haume. C'est une jeune femme qui est, on pourrait dire, une mercenaire. Voilà, elle vend ses services au plus offrant, c'est une combattante aguerrie. Et au début de ce tome-ci, elle va se lancer à la recherche principalement de son père et de sa mère qu'elle a... alors sa mère dont elle a très peu de souvenirs, et son père qu'elle a elle-même quitté bien des années auparavant. Donc maintenant, elle a envie d'essayer de retrouver un peu son passé, et notamment de retrouver son nom d'origine qu'elle a oublié. Alors déjà, dans ces deux romans, il y a, pourrait-on dire, un petit peu les mêmes qualités et les mêmes défauts. Alors déjà, en termes de qualité, il y a une écriture extrêmement travaillée, très très belle. On est dans un univers de fantasy. Si on ne vous dit pas que c'est Justine Nogret que ça a été écrit dans les années 2000, je pense, en tout cas à l'époque contemporaine, on va dire, et bien vous pouvez presque croire que c'est une écriture classique du 18e ou du 19e siècle, pour vous donner une idée. C'est vraiment très bien écrit, c'est très riche en termes de vocabulaire, en construction de phrases, en technique utilisée. Bref, c'est vraiment une écriture très travaillée. On est dans un univers de fantasy, je trouve, par moments, on pourrait croire qu'on est dans un roman historique. Voilà, ça donne vraiment cette sensation de lire un roman classique. Donc voilà, si vous aimez les belles écritures et les textes très très travaillés, c'est clairement une duologie qui peut vous plaire. Par contre, si dans le tome 1, ça a plutôt bien marché, j'ai réussi à rentrer dans l'histoire, à être intéressée par l'histoire de Chien du Haume et les personnages qu'elle va rencontrer, dans ce tome-ci, malheureusement, ce style que j'ai plutôt apprécié, je me suis beaucoup plus ennuyée. Alors le style est toujours là, il n'y a pas de doute, mais finalement au détriment presque de l'histoire, je trouvais que par moments c'était un peu fouillis. Dans ce tome-ci, on a beaucoup d'introspection des différents personnages. J'ai trouvé que c'était long, que c'était beaucoup moins intéressant et beaucoup moins d'attachement aux personnages, vraiment. Donc d'ailleurs, il faut savoir que celui-ci, je l'ai abandonné, passé la moitié. Je crois que j'ai péniblement atteint la moitié, et puis je l'ai abandonné en fait, clairement. Et c'est vraiment dommage. J'avais pas forcément envie de savoir où jusqu'où allaient aller nos personnages. L'histoire ne m'intéressait pas, les personnages ne m'intéressaient plus, même Chien du Haume, pourtant qu'on retrouve ici. Voilà, ici j'ai complètement décroché, trop fouillis, je pense peut-être trop d'écriture travaillée, justement. Je trouvais que ça manquait d'action. Voilà, si vous par contre vous aimez beaucoup l'introspection, ça peut le faire. Moi je me suis quand même pas mal ennuyée dans ce tome-ci. Par contre voilà, le premier tome, il n'y a pas eu ce côté beaucoup d'introspection, parce que là il y a quand même pas mal d'action, pas mal d'événements qui vont se passer. Là j'avais envie de savoir à nouveau ce qui allait se passer, j'étais intéressée par les personnages et intéressée par l'histoire. Voilà, donc j'ai un avis un peu mitigé sur cette duologie. On a également
un peu plus dans le tome 1, un côté dark fantasy que moi j'ai bien plu, ça m'a bien plu, bien aimé. Quelques scènes un petit peu gore, ça dans les deux. Des bonnes idées dans les deux. Il n'y a pas forcément de choses faciles. Il y a une forte représentation des personnages féminins. Je le note quand même parce que c'est intéressant. Et des personnages féminins, alors même si parfois un peu cassés, des personnages féminins malgré tout assez forts, qui se posent des questions sur, bien sûr, leur place de femme en tant que guerrière, par exemple. Donc voilà, il y a un côté qui est quand même intéressant. Mais vraiment, dans le deuxième tome, cette écriture que j'ai fini par trouver très lourde m'a perdu, m'a beaucoup moins intéressée que dans le premier tome. Et voilà. Par contre, je serais intéressée de relire l'autrice dans autre chose pour voir si bien, ce style est vraiment le sien, permanent, hein, ou si c'était une volonté de sa part d'avoir une écriture vraiment très riche et très classique finalement dans ces deux romans de fantasy. Je suis malgré tout contente de les avoir lus et d'avoir découvert ce texte. Alors, cette duologie, les deux tomes ont eu quand même un certain nombre de prix, hein, donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir découverte. Fantaisie française, donc ça aussi c'est plutôt cool. Et écrit par une autrice, encore plus. Ensuite, j'ai lu mon King du mois, le Carrie, pour le groupe Un King par mois ensemble, publié au livre de poche. Pour moi, c'est une relecture. Donc, on l'avait choisi parce que tout court, et c'était une très très bonne idée, hein, vu le mois de septembre que j'ai eu, c'était excellent. Donc, c'est une relecture. Ici, on va rencontrer le personnage de Carrie White. Elle a 17 ans au début du roman. C'est une jeune fille solitaire, elle a un comportement un peu atypique. Et notamment au début de l'histoire, on se rend compte assez vite qu'elle est harcelée depuis des années hein, à l'école par malheureusement tous les personnages qui l'ont rencontrée. Elle est harcelée. Alors, il n'y a pas vraiment de justification hein, au harcèlement de manière générale, je tiens à le dire, mais en tout cas, il s'explique dans ce roman par le côté extrêmement religieux de sa famille et de sa mère notamment, qui a une emprise sur elle extrêmement importante, une mère toxique au possible. Et elle va, à mon sens, hein, pourrir la vie de sa fille déjà en lui lavant le cerveau, en tout cas en essayant de lui laver le cerveau avec ses principes religieux à elle, avec sa folie à elle, alors que finalement Carrie, elle a envie d'être une enfant comme les autres. Et voilà, moi, dans cette relecture, j'ai été touchée, mais comme dans ma première relecture, en fait, ce personnage de Carrie, je pense qu'à un moment, finalement... c'est malheureusement comme dans beaucoup d'histoires, je pense que parfois simplement avoir été là au bon moment, lui avoir parlé, ça aurait peut-être pu permettre de la sauver et de l'aider à prendre le bon chemin et la bonne décision. Là, elle est complètement isolée, elle est toute seule avec cette mère hyper toxique et avec ses névroses à elle en fait, hein, qu'elle transmet à sa fille. Donc bien évidemment, alors si vous ne connaissez pas le film, si vous n'avez vu aucun des deux films, Carrie va développer un certain nombre de pouvoirs, d'où voilà le côté fantastique et la patte de Stephen King. Donc moi, Carrie, j'ai trouvé que c'était un personnage pour lequel j'ai eu beaucoup de compassion, j'ai eu de la pitié, j'ai eu de la tendresse. Je pense que c'est une enfant et adolescente qui voulait après tout simplement être normale, aller à l'école, avoir des amis, partir en voyage scolaire. Et malheureusement, à cause du comportement de sa mère, cette normalité lui a été refusée en fait. Et puis aussi à cause bien évidemment de toutes ces personnes qu'elle a rencontrées tout au long de sa vie scolaire qui lui ont pourri la vie et qui plutôt que d'être dans l'écoute et la bienveillance ont été dans le jugement et la moquerie. Et moi j'ai eu beaucoup de tristesse et beaucoup d'empathie pour elle. C'est un roman qui est hyper addictif parce que, alors, on peut pas vraiment dire qu'il y ait de surprise parce que si vous connaissez l'histoire avec les films, voilà, il y a cette fameuse scène, alors en plus c'est la couve avec le spoil, hein, c'est quand même du spoil quand même. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de surprise. Si vous avez vu le film, l'histoire de Carrie, elle est quand même assez connue quand même. Donc voilà, on n'a pas forcément de surprise dans l'histoire. En tout cas, moi, j'en ai pas eu. C'est un roman que j'ai trouvé extrêmement addictif. Ça se lit tout seul, hein, c'est du King. On n'a pas encore trop toutes ces digressions hein, qu'on trouvera plus tard. Il est aussi beaucoup plus court. Alors que ceux que j'ai lus dernièrement et que bien d'autres de ces romans, c'est son premier roman. Voilà, c'est assez incroyable de se dire que c'est son premier roman et qu'il a failli finir à la poubelle. Merci Madame Tabitha King. Et aussi de par sa construction, puisque bien évidemment on va être dans la tête de Carrie qui va nous raconter son ressenti, mais on a également tout un tas d'autres
l'histoire nous a raconté de tout un tas d'autres manières. On va avoir des comptes rendus de procès, on va avoir des extraits de journaux, des interviews journalistes. Voilà, on va avoir aussi l'histoire qui va nous arriver d'autres points de vue de personnages qui ont eu un rôle à jouer dans l'histoire de Carrie ou qui ont assisté à un certain nombre d'événements dans l'enfance, mais également bien, le jour du bal de promo et tout au long de la scolarité de Carrie. Donc ça aussi c'est sympa. Moi c'est une méthode narrative que j'aime beaucoup. Faire raconter l'histoire par quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui avec moi marche. Je sais qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas, en tout cas avec moi ça fonctionne très très bien. Il y a bien évidemment une énorme présence de la religion dans ce roman, une dénonciation finalement des comportements abusifs par rapport à la religion. J'ai eu envie de claquer la mère de Carrie à de multiples reprises, que ça soit dans ce qu'elle pouvait dire ou dans le comportement qu'elle avait envers notamment sa fille, des choses qui me paraissaient mais incroyables. J'avais envie de la secouer et de lui dire mais va voir un psy, laisse ta fille tranquille, c'est possible. Donc bref, voilà, une grosse présence de la religion, il faut quand même le savoir. Donc le roman, c'est du King, hein, donc c'est super bien mené. Moi j'ai adoré cette lecture. C'est un récit que je trouve assez dur, assez cruel, difficile par moments, à nouveau sans pitié. Alors typiquement c'est le genre de roman quand on dit que Stephen King c'est le maître de l'horreur. Ici on n'a pas forcément de l'horreur, on a une touche fantastique que Stephen King utilise quelque part pour dénoncer, je pense, la religion, dénoncer le harcèlement bien évidemment, et puis aussi dénoncer toutes ces finalement, toutes ces petites villes américaines, toute cette bien-pensance que l'on peut avoir, et puis aussi l'image, voilà l'image que les ados veulent donner d'eux-mêmes, mais pas que, les adultes aussi. Il y a pas de longueur dans ce texte, hein, c'est très très court. Il y a vraiment quelques toutes petites digressions, mais je trouve que c'est vraiment minime. Bon, c'est sûr qu'après avoir lu Dôme, les digressions de Carrie, on les voit plus passer, évidemment. C'était un excellent roman. Si jamais vous ne l'avez pas lu, je ne peux que vous le recommander. De manière générale, je vous recommande de découvrir King, comme toujours. Et puis voilà, si jamais vous avez vu les films, je pense que le roman est extrêmement fidèle au film, mais ça reste toujours bien de découvrir la base. C'est aussi le premier roman publié de King, donc ne serait-ce que pour ça, je vous le conseille très fortement. Excellente lecture, pour ma part, excellente relecture. J'ai pas souvenir d'avoir appris beaucoup de choses, on va dire, dans cette relecture, mais c'était très cool, je suis très contente de le relire. J'avais dû le lire il y a une dizaine d'années, je pense, Carrie. Mais bon, comme beaucoup, je connaissais malgré tout l'histoire. Autre roman que j'ai lu qui n'était pas dans ma palle, mais que j'ai eu très envie de lire suite au live auquel j'avais participé avec Manon, avec Audrey et puis avec Marine. Voilà, sur Twitch, elle nous avait invités pour le groupe des lectrices des indépendants, le club des indés, et voilà, et du coup j'ai parlé de ce roman et j'ai eu envie de le lire, donc j'ai dit tant pis pour la palle, je le lis. J'ai donc lu Règne d'Arnaud Codeville, c'est un auto-édité. J'ai lu tous les romans de l'auteur, celui-ci est son plus récent, il a dû sortir 2021 puisqu'il est dédicacé, hein, donc il est sorti en 2021. Ici, on est dans un roman post-apocalyptique, on va être en France, on va se retrouver 15 ans après l'effondrement et on va suivre principalement un jeune homme, oui, il a une trentaine d'années, il est donc très jeune, hein, Thomas. Voilà, et on va le suivre pendant sa volonté de survivre envers et contre tout. Alors, je ne vous dirai pas à quoi est dû l'effondrement et cet apocalypse, je vous laisse le découvrir dans le roman puisque c'est pas dit dans la 4e et c'est finalement pas un des suspens parce qu'on le sait assez vite, mais c'est pas mis dans la 4e et il me semble que l'auteur le dit pas forcément lui-même, donc voilà, je préfère pas vous dire à quoi est dû exactement cet effondrement. Donc j'aime beaucoup Arnaud Codeville, j'ai lu tout ce qu'il a écrit avant, j'avoue que j'ai un petit faible pour La Tour des Sélénites que j'avais adoré. J'avais beaucoup aimé Parasite aussi avec une ambiance un peu à la ça du Stephen King. Là dans Règne on est dans du post-apo, un genre un petit peu différent de ce qu'il a fait avant puisqu'on est plutôt dans la science-fiction hein, plutôt que dans du fantastique ou de l'horrifique. Alors, je dois bien avouer que même si ça a été une très bonne lecture, je le dis, je vais le redire à plusieurs reprises, je pense... Je ne peux pas m'empêcher d'être un petit peu déçue par ce roman que j'ai trouvé finalement assez classique. Alors si vous aimez le post-apo, je pense que c'est un roman parfait pour vous. Moi, ce que j'ai aimé dans les romans précédents d'Arnaud Codeville, c'est justement la petite touche fantastique. Ici, je ne l'ai pas eu.
on est resté sur de l'apocalypse, avant que je ne l'ai pas eu. Et puis, j'ai pas forcément trouvé d'originalité en tant que telle. Hein. C'est un roman qui m'a beaucoup fait penser à la série télé The Walking Dead, que ça soit dans son rythme, dans la construction des personnages et dans l'ambiance générale du roman. Donc voilà, on va suivre des personnages qui vont essayer de fuir, ils se battent pour leur survie, il y a des personnages qui vont décéder, ils vont constituer un groupe, il y en a qui vont survivre, il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont revenir, bref. Voilà, et finalement, ils avancent, ils essaient d'arriver à un endroit précis, pour un objectif précis également, dans un objectif précis, et on les suit sur ce chemin, ils vont avoir un certain nombre de péripéties, voilà. Il y a des retournements de situation, il y a des personnages gris, il y a des choses un petit peu dures qui vont leur arriver. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Voilà, je pense que ça aurait pu être encore bien mieux que ça, que ce roman, qui est déjà très bien, hein, je le redis, mais voilà, vu que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait avant, c'est vrai que là, je suis un peu restée sur ma faim, et donc... voilà, du coup c'est un petit peu dommage pour moi parce que j'aime beaucoup ce qu'Arnaud Codeville propose. Ici j'ai retrouvé sa plume, ça se lit très très bien, c'est hyper fluide, hyper addictif, très bien construit, très bien mené, il y a des retournements de situation, on a des personnages gris, on n'a pas des personnages tout blancs ou tout noirs, en même temps dans un univers tel que celui qu'il nous a créé, c'est pas forcément évident de rester une blanche colombe, on va pas se mentir. Donc voilà, on va de manière hyper classique découvrir l'attitude des hommes dans une circonstance assez terrible. Les hommes vont rester ce qu'ils sont, c'est-à-dire, bah voilà, ils vont essayer de filouter, ils vont être voleurs, ils vont être violeurs, ils vont être cannibales, ils vont être assassins. Voilà, mais comment nous-mêmes serait-on si on était dans un monde tel que celui-ci? Finalement, on n'en sait rien. Voilà, c'est... Comme je disais, pour moi, c'était un roman post-apo hyper classique. Je m'attendais à plus d'originalité, ce que j'ai pas forcément eu, en dehors du motif de l'apocalypse en lui-même et de ce qui en découle. Ça, c'était plutôt sympa et un petit peu plus original. Par contre, c'est vrai que le reste, pour moi, est resté du domaine du très classique, sans forcément beaucoup de surprises, en tout cas pour la création de l'univers. Après, les événements en eux-mêmes, voilà, il y a quand même quelques surprises, quelques rebondissements, des choses que j'ai pas vu venir. Des personnages gris, j'aime beaucoup. Monsieur Codeville, il est sans pitié avec ses personnages, hein, c'est comme The Walking Dead, hein, il faut s'attacher à personne, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est assez terrible. Pas mal de scènes gore, pas mal de scènes assez angoissantes, voilà, donc c'est resté une très très bonne lecture. Je continuerai à découvrir et à lire les titres de cet auteur parce que j'aime beaucoup sa plume, ça marche toujours très bien avec moi, ça se lit tout seul. Si vous aimez le post-apo, je ne peux que vous le recommander, bien évidemment. Et voilà, et vivement le prochain titre d'Arnaud Codeville, puisque maintenant, j'ai tout lu. On va passer à toute autre chose. Alors là, on va rester dans la science-fiction. J'ai lu en lecture commune avec Dorian, Monsieur Cabric, Les Chants de Nuying de Émilie Kerbalek, publié chez Albin Michel. Imaginaire. J'avais lu le précédent titre de l'autrice, Quitter les monts d'automne, l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. J'avais beaucoup aimé. Ici également, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que la plume d'Émilie Kerbalek, avec moi, elle fonctionne très bien. Ici, on va être... Est-ce qu'on a une période? Tiens, j'ai un doute. On va être dans le futur. On va dire, non, on va être dans un espèce de monde un petit peu uchronique, dans lequel, finalement, ce n'est pas la Chine... pardon, ce n'est pas les États-Unis qui ont une présence... qui ne sont pas la nation phare de la planète, entre guillemets, on va dire, hein, mais c'est plutôt la Chine qui a pris le lead sur l'ensemble de la planète, et notamment dans la conquête spatiale. L'humanité a envoyé une sonde à travers le système solaire, et en fait, la sonde est tombée sur la planète Nuying, où elle a capté un son qui a été envoyé sur la Terre. À la réception de ce son, les humains ont décidé de mener une expédition pour aller jusqu'à la planète Nuying, et pour découvrir l'origine de ce son, hein, quelle est la... Alors, pas la vie, mais quelle est la créature qui pourrait avoir produit ce son, si tant est que ça soit une créature, un animal ou autre, pourquoi pas une vie extraterrestre, ça serait assez formidable. Et on décide donc d'envoyer une navette comme ça, un vaisseau complet, pour aller jusqu'à Nuying et voir pourquoi pas coloniser la planète. Puisque bien évidemment, alors c'est abordé de manière très rapide, mais on déduit à différentes choses que l'humanité, même si on est sur cet univers un petit peu uchronique,
que malgré tout on a continué à faire n'importe quoi et que donc la planète est quand même très très polluée. Donc réussir à aller sur Nuing serait aussi pourquoi pas une manière à l'humanité de survivre malgré toutes ces problématiques d'environnement, d'écologie et autres. Donc le roman est divisé en 3 parties. Donc déjà dans ce roman, la plume. Moi j'aime beaucoup la plume d'Émilie Kerbalek, avec moi ça marche très bien. Je trouve qu'elle est très accessible pour la science-fiction. Je pense que pour des novices, hein, par exemple, ça pourrait passer. La plume est extrêmement agréable, elle utilise quelques concepts scientifiques qu'elle explique, mais pas trop. C'est-à-dire que moi je trouve ça très accessible et très compréhensible également. On a donc le roman, donc comme je disais, 3 parties. Avant le départ du vaisseau spatial, donc là, l'autrice nous présente les différents personnages, et puis cet univers uchronique finalement, hein, où c'est la Chine qui a plutôt conquis l'espace. On va découvrir notamment l'homme qui est à l'origine de la compagnie qui envoie, qui a conçu le vaisseau, hein, un homme qui a pour objectif la vie éternelle, le clonage, etc. Donc on a des thématiques assez classiques, mais qui sont bien faite et plutôt bien amenée. Dans la deuxième partie, on va être 25 ans après le départ du vaisseau, donc on a quand même déjà beaucoup avancé. Et là, on a une grosse thématique, toujours avec le clonage, mais vraiment une grosse thématique autour du mysticisme, de la religion, presque du côté sectaire que peuvent parfois développer certaines croyances. Avec une fin de deuxième partie que j'ai trouvé un petit peu floue, à mon sens elle manquait un peu d'explication, et j'avoue une deuxième partie auquel je ne m'attendais pas du tout. Et puis une troisième partie où là pour le coup on va arriver sur la planète, cette fin, déjà le roman lui-même m'a un petit peu déconcertée, parce qu'en fait je m'attendais vraiment plus à un planète opéra, une découverte extraterrestre. C'est pas forcément ce que j'ai eu, puisqu'on va être beaucoup sur le vaisseau spatial. Alors, finalement Nuing, on va y arriver, mais assez tard dans l'histoire. Mais l'autrice, elle a réussi quand même à conserver mon intérêt. La deuxième partie, avec un côté, j'ai trouvé extrêmement thriller, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 25 ans, etc. Beaucoup d'interrogations auxquelles elle répond. Mais la fin m'a un petit peu laissé sur ma faim, je trouve. Alors ça m'a un peu fait effectivement comme Quitter les mondes d'automne, où la fin m'avait aussi laissé un peu mitigée. Là c'est aussi le cas, donc il y a une fin, il n'y a pas de souci, hein, voilà, il y a une vraie fin, mais je trouve qu'il y a un certain nombre de questionnements qui restent sans réponse. Une fin qu'il a quand même fallu que je lise 2 ou 3 fois, et pour que j'échange avec d'autres lecteurs, hein, pour vraiment avoir les idées claires par rapport à cette fin. Mais franchement, c'est une autrice que je vous recommande, Émilie Kerbalek aussi, si vous voulez vous lancer dans la science-fiction. Je trouve que c'est extrêmement accessible, c'était une lecture très agréable. On a des thématiques dans ce roman assez classiques, hein, finalement, je vous disais, le clonage, la religion, la conquête spatiale, les liens entre les différents liens familiaux, les liens entre les différents hommes et les femmes, qu'est-ce qui fait notre humanité finalement, une grande question. Et voilà, moi c'était une très chouette lecture, vraiment, à nouveau je vous le recommande avec grand plaisir, et je continuerai à lire Émilie Kerbalek, hein, dans son prochain roman. Je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera, mais en tout cas moi je serai au rendez-vous. C'était très chouette lecture. Même si c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais, l'autrice elle a quand même réussi à maintenir mon intérêt et à me faire passer un excellent moment, et rien que pour ça, voilà, c'est pari gagné. Comme je disais, même si j'étais un peu déconcertée, décontenancée par moments. Dernier roman, une excellente lecture, vraiment une excellente lecture, et je suis hyper contente parce que je pense que je peux dire que je suis presque réconciliée avec l'auteur. J'ai donc lu Docteur Squelette de Serge Brussolo, j'allais dire Patrick Brussolo, pas du tout, Serge Brussolo, dans une vieille version publiée chez, je sais pas, Vauvenargues, je sais pas, les éditions Vauvenargues. En tout cas c'est un roman vintage. Docteur Squelette, j'ai adoré ce roman, vraiment je l'ai adoré, et je suis très contente parce que j'avais lu, je pense, qu'un seul roman de Brussolo sur lequel j'étais restée un peu mitigée, mais alors celui-ci, carton plein. Ici, on va être en Amérique latine, on va suivre un jeune couple, couple très récent, hein. Lui
l'homme voulait aller principalement dans un village d'Amérique latine pour analyser des statues qui sont dans un village. Autour de ce village, il y a toute une légende autour du fameux docteur Squelette. Et voilà, lui, il n'a pas forcément dit à sa jeune compagne pourquoi il voulait aller dans ce village, soi-disant faire un petit périple en amoureux, on va y rester 2-3 jours. Finalement, ils y restent un petit peu plus longtemps puisque ce jeune homme va se lancer dans des espèces de fouilles et de recherches autour de cette légende, de cette histoire du docteur Squelette. C'était excellent, une vraie ambiance malaisante dans ce roman, une ambiance de plus en plus glauque, de plus en plus noire, on plonge de plus en plus dans les légendes urbaines, dans les légendes tout court du village et autres. C'était top, c'était vraiment top. Je trouve que l'auteur, il arrive vraiment à planter une ambiance noire, inquiétante, angoissante, une ambiance fantastique qui était excellente. Je l'ai dévoré ce roman. Alors certes, voilà, il y a des interlignes, c'est écrit assez gros, mais je l'ai dévoré. Je crois que je l'ai lu en 2 soirées chez moi. C'est assez incroyable quand même. C'est très très facile à lire, très facile d'accès. On a un côté visuel avec vraiment un côté film d'horreur des années 90, quoi. Voilà, parce que je dis ça parce qu'il n'y a pas de jumpscare beaucoup comme il y a dans les films d'horreur actuels, pas du tout. Là, on est plutôt dans l'ambiance qui va prendre le temps d'installer, et puis l'angoisse, elle va monter tout doucement, et puis l'inquiétude, puisque cette femme va s'inquiéter par rapport au comportement de son compagnon, et nous, on va s'inquiéter avec elle, et on va aller chercher avec elle les réponses. C'était super chouette, j'étais par moments aussi perdue que le personnage principal. Je dois bien avouer que l'auteur, il m'a... Je suis un peu perdue dans ce village, je ne savais pas trop, est-ce qu'elle doit rester, est-ce qu'elle doit partir, etc. C'était super. Quelques scènes vraiment très crades, bien angoissantes, très très visuelles, très bien décrites par l'auteur, hein, c'était vraiment top. Même si j'ai pas beaucoup aimé le personnage féminin, que l'auteur ne nous fait pas beaucoup aimer, hein, clairement, il nous l'a décrit quand même assez égoïste, assez fantasque. Il passe pas beaucoup de temps à s'apesantir hein, sur l'origine story, on va dire, du personnage féminin, ni masculin d'ailleurs, on est vraiment plus dans l'ambiance du village. C'était top, vraiment c'était formidable. Alors je suis un peu embêtée parce que je pense que c'est un roman qui n'est plus édité et que vous ne pouvez trouver, je pense qu'en occasion. J'avoue que j'ai pas regardé s'il était facilement trouvable ou pas, mais en tout cas je suis ravie, vraiment ravie d'avoir adoré ce bouquin. Déjà parce que j'ai pas mal de gros solos dans ma palle, donc ça m'arrange. Et puis voilà, du coup j'ai envie de continuer à redécouvrir l'auteur, le découvrir parce que j'avais lu qu'un roman, donc c'est un peu rapide pour dire que je le redécouvre. En tout cas, ça m'a vraiment donné envie de poursuivre ma lecture et ma découverte de Bruce Solo. Je suis ravie, mais vraiment que ça ait matché avec moi. Ce roman, il avait la pression et il a vraiment tenu toutes ses promesses. C'était excellent. Et si vous aimez le roman fantastique, si vous aimez les films d'horreur des années 90, franchement, je vous recommande Docteur Squelette, c'était topissime. Voilà. Et on va s'arrêter là, puisque c'était ma dernière lecture du mois de février. Du février. Soit je suis très en retard, soit je suis très en avance du mois de septembre. Ça me paraît déjà beaucoup mieux. Pourquoi février? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Donc voilà, c'était ma dernière lecture du mois de septembre. L'avantage de ne pas avoir de montage, c'est que je vais laisser ce petit bug. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup rire. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire comme d'habitude si vous avez lu certains des romans dont je viens de parler. Quel est votre avis par rapport à ces romans, qu'ils soient identiques ou différents du mien? Je vous lirai et vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!